Hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture. Version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. La Dame de Fer cache en son sein bien de secrets. Rendez-vous dans les entrailles d'une grosse machine, la Tour Eiffel. Chez Charlotte Bilgen, tout est une question d'équilibre. La designer et architecte s'inspire des matières avec un charme très parisien. Seul à jouer Bollywood à Paris, déguster des plats s'inspirant de l'Ayurveda, voici 3 adresses pour visiter l'Inde depuis Paris. La céramique devient un support de tissage quand elle rencontre les mains de Silver Sentimenti, technique poétique. Bon pour la tête, bon pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est Point de Vue. Aujourd'hui, on se lance dans l'aquaponie avec le potarium de mon éco-potager. On met les poissons rouges des enfants à contribution afin d'avoir l'espoir d'ici quelques semaines de récolter tout plein d'herbes aromatiques. Ici, les poissons se nourrissent grâce aux déchets bio des plantes et c'est tout un petit écosystème qui se met en place. De nombreuses théories ont fleuri autour de cet emblème parisien, la baguette de pain. Pour certains, elle fut créée par les boulangers de Napoléon Ier, jugée plus facile à transporter par les soldats. Pour d'autres, elle ne serait qu'une adaptation du pain viennois, arrivé à Paris dans les années 20. Ce qui est sûr, c'est que tous ces mystères continuent à nous faire craquer. Depuis 1854, les malles de voyage de Louis Vuitton ont fait du chemin. Désormais, la marque s'expose sur les podiums et cet ouvrage revient sur les allées et venues des mannequins sur les catwalks, mais aussi sur l'histoire de la maison. De 1998 à nos jours, voici une découverte de plus de 1300 clichés. Ça en fait des pas chaloupés sur les podiums. Chez Patika, la cosmétique, c'est une vieille histoire. En 1922, un apothicaire découvre la recette d'un élixir aux 1000 vertus. Au début du XXIe siècle, elle est redécouverte et remise au goût du jour par la marque. Désormais, c'est en suivant cette inspiration made in France que la maison se base pour créer ses crèmes et autres soins. Un doux conte. Du haut de ses 324 mètres, l'incontournable Dame de Fer domine la capitale. Nous lui avons rendu une petite visite confidentielle. Voici l'éternelle grande dame de la capitale, la Tour Eiffel, le monument payant le plus visité de la planète. Chaque jour, près de 7000 touristes viennent du monde entier pour la contempler. Aujourd'hui, on vous propose une petite visite jusqu'au sommet et si vous êtes sage, on vous emmène visiter les dessous de la grande dame. On a rendez-vous avec Émilie. La jeune femme est agent d'accueil depuis 18 ans. Alors forcément, la tour de Gustave Eiffel n'a plus aucun secret pour elle. Alors elle a été construite en 1889 pour l'exposition universelle en fait. Donc à la base c'était une tour provisoire. Il y a même eu les riverains qui ont demandé en fait de l'enlever cette tour parce qu'il ne leur plaisait pas. Et en fait elle est restée. Puis elle a duré parce qu'en fait, elle a servi à autre chose après. De station météorologique pour le sommet, elle a servi aussi pour la station de radio. À l'époque, des artistes s'étaient même réunis pour écrire un manifeste contre la Tour Eiffel. Mais il en fallait plus pour la déloger. Et avant d'atteindre ses 324 mètres de hauteur, la grande dame a dû patienter un peu. Elle a mis 2 ans, 2 mois et 5 jours pour être construite, qui était à l'époque une prouesse pour l'époque, parce que c'est vraiment très rapide. Elle faisait 300 mètres en fait au départ. Ça s'appelait la tour. Elle voulait l'appeler la tour de 300 mètres d'ailleurs. Voilà, et au fur et à mesure, avec l'antenne, ça a rajouté de la hauteur en fait. Donc elle a été longtemps le plus grand monument du monde, et puis après, bien évidemment, surclassée par d'autres monuments. Elle n'est peut-être plus la plus grande, mais elle est remplie d'anecdotes, et Émilie en connaît pas mal. On a eu des chevaux, des éléphants ici, on a eu beaucoup de sauts malheureusement, il y en a qui étaient plus tragiques que d'autres. Les premiers visiteurs c'était la reine d'Angleterre et puis Buffalo Bill, il y a plein de stars qui viennent en fait à la Tour Eiffel. Mais la véritable star c'est quand même la tour. En 2007, une américaine en est littéralement tombée amoureuse au point de l'épouser. Avec tous ces visiteurs, on espère que la jeune femme n'est pas trop jalouse. Allez, assez parlé d'amour, direction le 3e étage. On se trouve au sommet de la Tour Eiffel à 275 mètres de hauteur. C'est ici que Gustave Eiffel avait installé son appartement et son bureau, garanti sans vis-à-vis. Bon, vous avez remarqué qu'on n'a pas monté à pied les 1665 marches, heureusement, il y a 3 ascenseurs. Et toute la machinerie se trouve bien cachée du public sous la Dame de Fer.
Voilà, messieurs, dames, la sortie par ici, s'il vous plaît. On laisse Émilie pour retrouver Frédéric. Avec son équipe, c'est lui qui fait tourner la tour. Attention aux oreilles, ça va faire pas mal de bruit. Tous les jours, on vient contrôler une partie pour s'assurer que le public puisse monter de 9h30 le matin jusqu'à 1h du matin le soir. Donc c'est des ascenseurs qui fonctionnent entre 14 et 15 heures par jour, avec un taux de panne qui est de l'ordre de 98% de bon fonctionnement. Côté fonctionnement, les cabines montent et descendent grâce à ces gros vérins hydrauliques. Ils font un peu le même travail qu'un piston. On veut pas être chauvin, mais ces ascenseurs sont uniques. Vous ne les trouverez pas ailleurs dans le monde. Ils ont été clairement étudiés pour le monument. Parce que pour aller du rez-de-chaussée au 2e étage, dans une tour traditionnelle, vous allez d'un point A à un point B en vertical et vous allez tout droit. Sauf qu'ici, on a 2 pentes. Donc une première pour aller au rez-de-chaussée et une deuxième pour aller au 2e étage. On est entre l'ascenseur et le téléphérique. Sortons des entrailles de la tour pour examiner un peu sa tête. Ici, tout est à la pointe de la technologie. Grâce à tous ces écrans, ces claviers et ces petites souris d'ordinateur où on arrive à faire fonctionner l'ascenseur qui permettent de donner les ordres de montée et de descente, d'ouverture, de fermeture de porte et de contrôler que quand une porte est fermée, elle est bien fermée et qu'elle ne risque pas de s'ouvrir pendant que l'ascenseur est en train de se balader entre le 1er et le 2e étage. C'est vraiment le cerveau de l'ascenseur, c'est ici que tout se passe en fait. On voudrait surtout pas paraître superficiel, mais nous, ce qu'on préfère quand même, c'est l'allure de la tour. Surtout quand la nuit tombe et qu'elle revêt ses plus beaux habits. Des appartements de la capitale en passant par des restaurants, l'architecte d'intérieur et designer Charlotte Bilgen nous a reçus en toute intimité. Architecte d'intérieur et designer, Charlotte Bilgen transforme différents univers dans le monde entier. Appartements, restaurants, maisons, elle apporte dans chacun de ses projets son goût pour les matières, les textures et les formes. C'est dans son bureau parisien qu'on la retrouve. En 2014, Charlotte crée sa propre agence. Cette vocation, elle l'a en elle depuis très longtemps. J'ai eu envie de faire ce métier à 15 ans, ça m'est vraiment venu comme ça. J'ai du mal à l'expliquer parce que j'avais personne dans mon entourage ou à côté de moi qui était ni architecte d'intérieur, ni designer. En tout cas, moi, c'était une envie très très forte et ça ne m'a jamais quittée, donc j'étais très déterminée. Donc, une fois que j'ai passé mon bac, j'ai préparé une école préparatoire aux grandes écoles d'art et j'ai été admise à l'école Camando. Un an après son diplôme, elle rejoint le cabinet de la célèbre architecte et designer India Madhavi. Elle devient directrice artistique et pendant 13 ans, elle travaille sur toutes sortes de projets, plus différents les uns que les autres. Mais il y a toujours un point commun. J'ai toujours dessiné le mobilier dans les projets que je traitais. Donc ça veut dire que j'ai toujours fait cet exercice double, qui est à la fois de traiter les espaces et de traiter le mobilier. Que ce soit pendant des années chez Nivea, j'ai toujours fait ça. Et depuis que j'ai monté mon studio, j'ai la chance de pouvoir continuer à faire ça, qui pour moi est vraiment l'essence même de ce métier. En ce moment, elle développe du mobilier fait en marqueterie de paille. Pour cette table, par exemple, elle a imaginé un pied en staff. Alors direction l'atelier pour faire un petit point sur le travail en cours. Et là, ce que vous avez fait, si vous continuez, ça marche pas. Aujourd'hui, on voit le premier prototype. C'est donc une base ovale sur lequel des stries et des godrons viennent onduler et tournent en même temps autour de cette forme. Et ce que m'expliquait David, c'est qu'apparemment c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Plutôt compliqué, oui. Dans l'équation, il y a ses idées, mais aussi la main de l'artisan qui rend ses envies réalisables. C'est pas tout le temps possible. Je trouve que c'est un bon exemple pour montrer que moi, mon travail, c'est aussi la collaboration avec des ateliers comme celui-ci, qui me permettent aussi de faire évoluer mon projet, d'être confrontée à des contraintes. Et comme toujours, les contraintes apportent de la richesse. Un atelier de staff français pour le pied, de la marqueterie de paille française pour le plateau. Il n'y a pas de doute, l'artisanat de l'Hexagone est mis à l'honneur dans les créations de Charlotte. Mais moi, je suis très fière de tous les savoir-faire français. Je pense que c'est une exception mondiale.
On a la chance d'avoir énormément de gens qui savent faire des merveilleuses choses. Donc oui, travailler avec eux et créer des objets avec eux, c'est une chance et il faut le mettre en valeur. Et Charlotte travaille toujours sur différents projets en même temps. Récemment, elle a décidé de lancer une collection de cheminées. Et c'est avec son marbrier qu'elle a commencé l'aventure. Je trouve que c'est un élément de la maison qui peut être extrêmement graphique et très beau. Et par ailleurs, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, si on veut acheter une cheminée comme on a envie d'acheter un meuble, ce n'est pas vraiment possible. Personne ne propose de cheminée à vendre. Et je trouve que l'idée est intéressante. J'ai assez envie de la développer. Du marbre pour la cheminée, c'est un peu un incontournable, mais c'est aussi un matériau qui la fascine. C'est une matière naturelle, vivante, qui est extrêmement variée puisqu'on peut travailler avec du marbre, avec de la pierre et des effets de matière, de texture, de couleur extrêmement différentes. Donc c'est une source d'inspiration et de texture très riche. Après avoir vu quelques-uns de ses compagnons de route, Charlotte nous emmène dans l'un des derniers appartements qu'elle a entièrement pensé et décoré. Ses clients avaient besoin d'un pied-à-terre à Paris, ils lui ont laissé carte blanche. C'est la première fois qu'on me demande cet exercice de style. J'ai beaucoup aimé parce que du coup j'ai travaillé sur la constitution d'œuvres d'art, justement de collections d'art. J'ai trouvé ça très intéressant, j'ai travaillé en collaboration avec les galeries. Aussi, je crois que les clients avaient envie que je leur apporte une idée du chic parisien. Et puis, bien sûr, j'ai pris en compte leur goût. Ce n'est jamais complètement moi dans les projets, il y a toujours une part qui est liée à la personnalité des clients. Et heureusement, parce que comme ça, grâce à ça, chacun de mes projets est vraiment différent. Et c'est dans ce genre de projet que le sur-mesure prend tout son sens. Charlotte. Bonjour. Charlotte, vous avez créé votre propre agence en 2014, une décision mûrement réfléchie. Oui, on peut dire ça parce que j'ai monté mon agence assez tard. J'ai travaillé très longtemps pour l'agence d'India Madhavi. Vous avez pris votre temps pour vous lancer toute seule. Oui, parce que j'en ai pas eu l'envie immédiate. Tout d'abord parce que j'ai passé des années chez India à beaucoup m'amuser et à faire des très très jolis projets, très variés. Je ne faisais jamais la même chose, c'était toujours beaucoup de surprises, beaucoup de voyages. Et j'avais la chance qu'elle me laisse beaucoup de liberté aussi dans mon travail créatif. Du coup, qu'est-ce que vous retenez principalement de ces années-là, de formation en quelque sorte? Oui, tout à fait, c'était une forme de formation, je lui dois beaucoup. India, en fait, je suis rentrée dans son agence dans les années 2000. Et les années 2000, c'était un design très minimaliste, assez masculin. India est arrivée c'était une femme qui arrive dans un monde d'hommes. Elle a un peu, je trouve, bousculé les codes. Elle a apporté une fraîcheur, une féminité, beaucoup de travail sur la couleur, alors qu'à l'époque, il n'y en avait pas du tout. Charlotte, on vous connaît pour avoir ce chic à la parisienne, pour représenter ça à travers vos relations. Comment on peut le définir, ce chic à la parisienne? Je pense que le chic parisien, déjà, c'est une élégance sans ostentation. Ça, c'est très important. C'est la recherche du beau, mais ça ne doit jamais être gratuit. Ça doit toujours être en résonance avec le lieu sur lequel on travaille. Et je pense qu'il faut avoir une réflexion derrière et ne pas forcément ne s'attacher qu'à l'esthétique. Alors justement, quand vous rentrez dans un lieu, comment vous l'abordez? Je pars toujours du général pour aller au particulier. Donc ça veut dire qu'on travaille d'abord sur les espaces, les circulations et la lumière. Ça, c'est les 3 points importants. Et une fois qu'on a défini, je dirais, le plan général, par exemple, d'un appartement, comment on circule, comment on définit les zones privées, les zones plus privatives, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, et ça dépend aussi énormément des clients. Une fois qu'on a défini ça, on va rentrer plus dans le style. Voilà. Et après, quand on a défini le style, on peut rentrer dans le travail sur le mobilier. Quand vous avez un client, un nouveau client, forcément c'est une rencontre.
Et forcément, vous écrivez aussi votre chantier en fonction de cette rencontre-là. Donc, c'est toujours un compromis qu'il faut faire. Moi, je ne vois pas du tout ça comme un compromis. Je trouve que c'est ça qui crée l'histoire. Quand un projet, c'est un lieu, un client et le créateur. Et l'association des trois fait qu'on raconte une histoire et que cette histoire n'est jamais la même. S'il n'y avait pas de compromis, je pense que ça serait beaucoup moins intéressant. Un mot sur vos équipes, Charlotte. Alors mes équipes, moi j'ai une petite agence. Je suis quelqu'un, je dirais, qui travaille de manière peut-être artisanale. Je n'ai pas envie de trop grandir parce que je veux être extrêmement impliquée dans tous mes projets. À un moment donné, si on en a trop, on n'y arrive plus. On finit par un peu déléguer. Donc moi, j'ai envie de garder ce travail très, très détaillé et impliqué dans mon processus de création. Avec mes équipes, c'est des petites équipes, avec des gens avec qui j'aime travailler. Merci Charlotte. Merci beaucoup. À Paris, on peut voyager sans prendre l'avion et aujourd'hui, petit détour par les adresses incontournables d'un Paris sous le signe de l'Inde. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé et exploré la capitale sur les traces de la culture indienne. Et notre visite débute dans le 16e arrondissement de Paris, au Musée national des arts asiatiques, plus connu sous le nom de Musée Guimet. Véritable recueil d'histoires d'Asie, nous nous frayons un chemin vers la partie indienne. On y trouve principalement des sculptures datant du 3e millénaire avant notre ère, rien que ça, mais aussi des pièces plus récentes datant du 19e siècle. L'art indien étant étroitement lié à l'histoire des religions et des philosophies, il n'est pas étonnant de retrouver beaucoup de sculptures représentant des divinités et des bouddhas. Et parmi les stars de la collection, on retrouve Nagaraja, ou roi serpent, une divinité célébrant le génie de la nature, ou encore ce buste féminin représentant une déesse Devata. On trouve des sculptures, mais également des textiles et des bijoux plus brillants les uns que les autres. Et avant de partir, on n'a pas pu résister à jeter un coup d'œil à la bibliothèque historique sous la Rotonde, qui regroupe près de 100 000 volumes. Ça valait bien une petite halte avant de repartir, non ? Après cette escapade historique et culturelle, tous à Vossari, car on vous emmène vous déhancher dans un cours de danse Bollywood aux côtés de la danseuse professionnelle Maïna Kanoun et de ses élèves. Préparez-vous à utiliser toutes les parties de votre corps et même votre visage, car en danse Bollywood, aucun membre n'est épargné. On utilise beaucoup les isolations, donc les différentes parties du corps. Donc on va avoir les pieds qui vont marquer le rythme, une tenue particulière du corps avec le buste orienté d'une manière ou d'une autre, la tête qui va avoir un jeu particulier, le regard aussi, les mains. Donc voilà, on va essayer de travailler doucement au fil des cours la coordination et mettre tout ça en place. On espère que votre sens de la coordination est quand même assez bon, mais pas de panique, la danse Bollywood, c'est avant tout un bon moyen de s'amuser. Il faut savoir que c'est un style de danse qui ne se prend pas du tout au sérieux et on s'amuse beaucoup, on s'amuse de soi, on s'amuse des autres et donc on a tout ce travail d'expressivité. Fan incontesté du cinéma bollywoodien ou simple curieux, cette danse énergique où l'on perd parfois son souffle est faite pour vous. Et quand on dit vous, c'est aussi bien pour mesdames que pour messieurs. Après l'effort, place au réconfort rue du Faubourg Saint-Denis dans le 10e arrondissement de Paris. Appelé aussi Little Italy, c'est le quartier où vous pourrez déguster la cuisine traditionnelle indienne. On avait l'embarras du choix, mais nous sommes arrêtés chez Sangeeta, un restaurant végétarien et vegan aux saveurs tout droit venues du sud de l'Inde. Et parmi les nombreuses spécialités que vous pourrez goûter, il y a le thali. Ça représente un assortiment de petits plats, de légumes, de sauces, accompagnés de riz ou de chapati. Donc, celui du sud, c'est du riz. Celui du nord, il y aura plus de chapati ou des naans. Donc, on utilise par exemple les éléments principaux des épices comme le tamarin, les feuilles de laurier du sud de l'Inde. Le restaurant Sangeeta est une histoire de famille et il est très important pour eux de cuisiner selon les règles de l'Ayurveda, cette médecine indienne qui considère que l'aliment est un médicament.
n'est laissée au hasard, la découpe des légumes lors de dégustation et aussi l'invitation à manger avec les doigts. En mangeant avec les mains libèrent des enzymes qui permettent au cerveau de se préparer pour la digestion. Gustativement, c'est meilleur et c'est très sain pour le corps. Et en même temps, ça nous prend le temps de manger. On mange plus lentement. Donc dans l'Ayurveda, c'est quand on mange, on doit prendre le temps de manger, de bien mâcher. Et le fait de manger avec la main, c'est très très sain pour le corps. Alors si c'est bon pour la santé, nous n'avons plus aucune excuse pour ne pas nous salir les mains. Vous repartez donc avec 3 adresses en poche pour découvrir l'art indien, danser sur des airs de Slumdog Millionnaire et apprendre à soigner votre corps par la nourriture tout en vous régalant. Alors, plus besoin de prendre l'avion, l'Inde vient jusqu'à vous. Des allures d'instruments de musique, d'objets tribals, mais surtout d'œuvres de céramique, Silver Sentimenti nous ouvre son atelier. L'art de la céramique, vous commencez sans doute à connaître. Premier art du feu, l'usage de la terre modelée et cuite remonte au néolithique. Il a traversé la planète, les âges et les looks, bruts, peints ou émaillés, et demeure omniprésent, notamment quand il s'agit de passer à table. Du bol au vase déco tendance, ce matériau pourrait tout à fait se suffire à lui-même, mais Silver Sentimenti, artisan d'art, a d'autres projets pour lui, entre poterie et broderie. Né en Italie, il s'est formé à la céramique à Faenza et à la scénographie aux Beaux-Arts de Bologne. Il a longtemps travaillé dans la haute couture et la création de costumes avant de revenir en 2014 à ses premières amours, le grès et la porcelaine. Même s'il les connaît bien, il continue chaque jour d'élargir un peu leur champ des possibles. Et ça commence avant même le passage au tour. Je travaille souvent avec des mélanges aussi d'argile, donc j'ai un mélange d'une argile plus claire, une argile plus foncée, pour obtenir des striures, donc ce qu'on appelle un aérage sur les terres mêlées, pour apporter un autre langage sur la surface. Quand les terres sont bien mélangées, il faut les façonner. Leurs contrastes se révéleront en toute discrétion après la cuisson. D'ici là, le céramiste doit redoubler d'efforts et d'attention en les tournant pour qu'elles fusionnent parfaitement. On est d'accord, à première vue, ce vase en devenir n'a rien d'exceptionnel. Et pour cause, c'est seulement le tout début du processus créatif. Il y a la forme, il y a les matériaux, il y a les couleurs, il y a la densité du tissage et tout ça. Et donc, s'il y a trop d'éléments, parfois on n'arrive pas à tout lire. Donc c'est pour ça pour ce type de création, j'ai travaillé sur des formes plutôt simples, plutôt stylisées. Silver Sentimenti a fui le tumulte parisien pour travailler la terre à la campagne. Et surtout pour prendre son temps, et du temps, il en faut pour la céramique. Une fois la pièce tournée, elle va reposer pendant plusieurs jours. Alors pour la suite des opérations, notre artiste artisan a une autre pièce déjà prête. C'est une matière vivante, et donc si on ne respecte pas les temps de séchage, la matière ne suit pas. On a des casses, on a des déformations. Petit instant mathématique, il quadrille sa pièce avant de la perforer de haut en bas. À l'aide d'un évidoir, il perce des centaines voire des milliers de trous dans ses créations et ça peut prendre plusieurs heures, comme plus d'une journée. Mais attention, pas question pour autant de déléguer ce travail de fourmi à une machine. Les tout petits défauts que la main peut apporter font que la pièce reste vivante. Si on construisait ça à l'ordinateur, il n'y a pas cette chaleur, il n'y a pas cette petite vie qui se dégage par la toute petite imperfection. Et c'est reparti pour un tour de séchage avant la cuisson et l'émaillage. Et la toute dernière étape, on retrouve des petits trous, toujours des petits trous, et celle où Silver appose sa technique signature. Et son côté couturier reprend le dessus. Tel que vous le voyez, il applique le point arrière de broderie sur sa poterie avec un lacet en cuir de vachette. Et il a le sens du détail. À chaque trou, il ajoute une petite rondelle de métal qu'il a lui-même oxydée. Résultat, un look guerrier pour cette toute dernière recrue de sa collection Gladiateur. Une céramique anoblie sur laquelle les artisanats se répondent. Ce qui m'intéresse, c'est de faire vraiment cohabiter les deux et ne pas exploiter la céramique uniquement comme support. L'effet de broder mes objets, de créer
un lien entre deux matières, c'est en réalité un lien entre deux disciplines. Un mariage de savoir-faire pour élever ce matériau souvent utilitaire au rang d'œuvre décorative artistique. Quand il ne brode pas ses céramiques, Silver les patine, les cire, les recouvre de feuilles d'or ou de laiton. Mais ça, c'est une autre histoire. La version française est déjà terminée, mais j'espère vous retrouver très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!